Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs de Zouk Télévision, notre émission Décodage reçoit pour vous aujourd'hui la soupe à mar, qu'on ne présente plus mais qu'on va présenter quand même, en la personne de Pascal Tourbillon. Pascal Tourbillon, bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis content de l'épisode. Pas de problème. Je comprends que tout le monde a compris ça. Je pense aussi. Alors donc, nous pouvons dire deux langues que je parle, c'est créole et puis français. Pas de problème avec ça. Tantôt en français, tantôt en créole, pas ni pièce problème sur le bagage là. Ça, moi, l'ai dit. Moi, c'est un membre de la soupe à mar. Moi, la soupe à mar, depuis, je crée pratiquement. C'est-à-dire, à la fin des années 1970, au début de 1980. Pour qui? Tout le monde qui a songé, les anciens, qui a songé, dans les années 70, il y a eu un problème, la Zatahama à Sainte-Anne. Et toute la population martiniquaise. Alors, il faudrait, bon, ça a quand même commencé vieux, parce que 70, ça a fait 54 ans. Oui, ça a fait longtemps, c'est pour te dire aussi. Moi-même, moi, j'ai 67 ans, donc moi, j'ai jeune boy. Donc, est-ce que tu peux rappeler, c'est mon là, c'est qui ça l'a fait, Zatahama? Ça a fait japonais. Oui. Ça m'a savoir, c'était que, il était né député du Sud, là, c'était M. Sablé, et il a tenu un projet énorme de transformer les Salines en immense zone touristique, avec 3000 chambres, avec aéroport privé. Mais c'est un dit extraterritorial, c'est-à-dire que c'est des Américains, des jeunes comme ça qui ont venir là, et pas même besoin de venir entrer à Martinique pour vivre tranquillement. Et il a privatisé toutes les Salines pratiquement. Alors il y a eu une levée de boucliers, pour dire ça en français, à l'époque. Et ce pas seulement, la soupe à mar n'existait pas encore, mais qui dit qu'il faut qu'on sauvegarder, protéger l'environnement qui potalant, que c'est déjà bagaille. Pourquoi tenir l'idée d'écologie, mais nous avons dit, mais quand même, il y a un patrimoine naturel qui a tout le monde, tout le Martiniquais, il faut protéger. Et c'est là que, vraiment, ce n'était pas seulement les ouvriers de Sainte-Anne, les jeunes de Sainte-Anne, mais c'est toute la Martinique, toutes les classes moyennes et toute manière qui finissent. Oui, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Moi, je connais ça très bien, parce qu'à l'époque, tu as là, tu as deux articles, journal qui te paraissent. Premier article là, c'était Justin Burak, qui était écrit dans le jour du dimanche. À la dernière page du jour du dimanche, il t'a fait un petit article sur ce projet hôtelier, sur Baraïta là. Et puis, deuxième monde qui t'a fait un article, c'était André Constant, qui c'est Mamaï Sainte-Anne, et qui t'a fait dans le journal Justice, du Parti communiste, un article sur la Zatahama. Et puis, troisième bail là, moi, j'ai changé ça, c'est hier, le 15 août. C'était le 15 août. Nous allons à trois, un monsieur Constant, André, Yichli Raphaël Constant, Maître Constant, comme tout le monde connaît, et moi-même, distribuer tract Saline. Et nous disons, c'est mon qui était là pour le 15 août, puisque en patché, mon qui a venu la plage le 15 août, vous risquez pas, vous êtes là pour très longtemps. Peut-être que l'année prochaine ou dans dès l'année, vous êtes pas ça venir là encore. Et c'est mon nom, ils ont bien accueilli nous. Mais ils disent nous, quand on a gaz, ces communistes-là, ils ont toujours un bail pour faire. Nous disons non, nous, quand ils ont ça, comme ça, c'est pour eux. Et puis bon, ben là, de bout là. Et puis qui ça qui fait? Faut sortir, un jour, deux jours après, un grand, première page, un grand papier, un grand article. Et laissez mon nom, ouais ça, c'est mon nom, comprendre que ça, il a dit, ça t'est vrai. Et je suis changé parce que je suis en vacances Sainte-Anne, et la gendarmerie, j'ai venu demander nous pour qui ça nous a distribué le tract. Nous ne pouvons pas répondre personne, nous ne pas rien pour dire. C'est M. Vieux parti. Et puis, ben là, parti comme ça partit tout seul. Ben là, pété comme bouche en champagne. Et personne ne va comprendre rien, mais toute Martinique, lever contre ça. Oui, et c'est ça, c'est les premières grandes mobilisations pour l'environnement, pour la protection de notre patrimoine, comme on dit. Absolument. Et puis donc, il y a eu après la soupe à sûre. Oui, et puis évidemment, dans la foulée, Garcin Mansa qui sortait des études, qui venait jeune professeur, qui a créé la SOPASU, l'association
pour la sauvegarde du sud de la Martinique. Pas seulement nous, pas rester seulement à Sainte-Anne, en même temps aussi, il y a d'autres problèmes sur Crève-Cœur, parce qu'en même temps, il y a toute population pour faire un deuxième barrage, et nous rendons compte qu'il était lié pour projet à Zatama, et c'était pour ouvrir de l'eau, pour ouvrir de l'autre côté. Donc, nous t'ai dit, donc tout ça fait qu'il y a une mobilisation, mais qui a changé à l'époque. Moi, j'étais tout jeune, et nous sommes allés petits lapions, nous sommes allés dans ces petits quartiers, des petits paysans qui étaient des petits pour te expliquer que il y a une tête là, et ils ont fait des agriculteurs pour te vendre au marché, ils n'ont pas pu vendre ça. C'était des réunions comme ça, des petits lampions, et pétrole. Bon, donc voilà, c'est pour te dire comment c'est né d'abord à Sainte-Anne, et puis dans le même temps, dans les années 74, un petit peu plus tard, il y a eu à Rivière-Salée un homme qui s'appelait Pierre Davidas, qui était policier municipal, et je me rappelle, moi j'étais jeune conseiller municipal à l'époque, j'avais à peine 30 ans, et nous avions demandé à ce policier qui était enfant de venir en Martinique pour encadrer avec ses connaissances, avec ça, et en même temps Ursulé, qui avait été président de la Ligue de football, qui était secrétaire général de la Ligue de football de Martinique, et nous avions fait venir de France. Il était cadre à la RATP, directeur général adjoint, et nous avons dit, nous avons fait un stade dans une commune de même valeur que Rivière-Salée, qui avait 10 000 habitants à peu près, et nous avons demandé de venir ici. Et donc, en même temps, nous avons trouvé ces hommes-là à Rivière-Salée, et Pierre Davidas, qui est policier, nous dit, mais je vois des travaux dans mon groupe, et on alerte. Et puis là, on crée une association qu'on appelait l'association de sauvegarde des mangroves de la Martinique, à Rivière-Salée, donc de la 70, et puis Pierre Davidas rencontre Garcin Mansa, qui avait créé la SOPASU, et en 81, il y a eu d'abord la SOPASU, et en 81, il y a eu d'abord la SOPASU, fin des années 70, début des années 80, et ça devient la SOPAMOR en 1980. Donc, en 1986. Donc, voilà la SOPAMOR, voilà la naissance de la SOPAMOR, rencontre de deux hommes, d'un côté, à Rivière-Salée, Garcin Mansa, et Pierre Davidas, et de l'autre côté, et Garcin Mansa. Et donc, Garcin Mansa, après des vicissitudes, devient président de la SOPAMOR, et Pierre Davidas devient secrétaire général. Voilà un petit peu la naissance. Alors, donc, officiellement, la SOPAMOR est déclarée dans les archives de la préfecture et de l'État français en 1981. Mais tout le travail avait commencé avant. Avant, absolument. Donc nous disons qu'aujourd'hui, la SOPAMOR, 1980, donc nous avons 44 ans, nous allons fêter 45 ans l'année prochaine. Mais bon, l'idée de protéger ou de se préoccuper de notre environnement, ça a 50 ans. Oui, 74. Oui, une cinquantaine d'années. 74, 2024, ça fait 50 ans. 50 ans. C'est quasiment un anniversaire. Oui. D'accord. Donc, bon, aujourd'hui, donc là, si l'idée de protéger l'environnement, c'est l'idée c'est pas l'idée récente, ça fait un moment, nous sommes sous ça. Bon, donc la SOPAMOR est dans le paysage. Oui, connu depuis plus de 40 ans, vraiment. Et au début, la SOPAMOR était connue beaucoup plus par des actions spectaculaires, des actions coup de poing, et c'est ce qui a fait de la SOPAMOR ce qu'elle était, ce qu'elle est. Et donc, tout le monde dit à SOPAMOR, mais on oublie que c'est l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais. Et donc, il y avait de grosses mobilisations, des fois 150 personnes, et plus de ça. Et puis, évidemment, quand nous disions on ne va pas faire ceci, on ne va pas le faire. Donc, il y avait une forêt qui était en cause. Nous intervenions. Quand l'été agricole était en cause, nous intervenions. Et d'ailleurs, notre mission, comme dit Garcin Mansa, terre c'est bois, c'est de l'eau c'est la vie. Et ça, c'est tout le monde retient, l'eau c'est la vie, et c'est ça le truc. Alors, donc, chaque fois, nous disions la forêt, l'eau, la terre, et c'est la vie. Et donc, il nous faut protéger tout ça, il nous faut préserver tout ça. Et alors, donc, est-ce que, au bout de tant d'années, puisque tu as le SOPAMOR depuis pratiquement le début, oui. Est-ce qu'on a fait un petit progrès dans ce domaine-là? Est-ce que nos forêts sont toujours attaquées
est-ce que nous avons... Bon, parce qu'il y a récemment, on a parlé de nos rivières qui risquent de s'assécher. Enfin bon. Bon. Alors, donc on est en plein dans la question. Je dois dire, effectivement, de ce point de vue-là, je ne suis pas satisfait du tout. Malgré, nous avons gagné en notoriété. On nous entend, on nous écoute davantage. Mais... On vous entend ou vous vous faites entendre? C'est pas même bail là, hein? On se fait entendre. On se faisait entendre. Et on ne pouvait pas ne pas nous entendre. Oui, c'était à l'époque. Même si les gendarmes, bon, il y avait des confrontations avec les gendarmes et tout le reste, hein. Bon, mais on ne pouvait pas moi-même, peu importe, j'ai été mis en garde à vue plusieurs fois, mais c'est pas un problème. Hein. Quelles sont les relations avec les pouvoirs publics locaux? Bon, alors, donc, à quel point on en est? D'accord. Aujourd'hui, quand même, il y a eu quand même... Alors, je réponds quand même à ta première question. Hein. Nous ne sommes pas parvenus, malheureusement, à protéger suffisamment ni le foncier martiniquais, ni les terres agricoles, ni les forêts, ni nos rivières. Je crois que nous ne sommes pas arrivés. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous n'avions pas la lutte, mais nous nous sommes trouvés sur des intérêts très particuliers, des intérêts très lourds, en particulier des intérêts financiers, la pression immobilière. Bon, il y avait une pression immobilière légitime, il fallait construire des routes, il fallait construire des cases et des maisons pour les gens, mais en même temps, on a vu des promoteurs débarquer de 7000 km et faire des choses. Et je disais tout le temps, et la Martinique leur apparaissait attrayante, parce que nous avons la mer à portée de main, on parle le français, et puis on est territoire européen, comme ils disent, territoire européen, à 7000 km. Hein. Bon. Donc ça pose problème. Alors donc, on est à quelques kilomètres de la mer. Voyez un Vosgien qui n'a jamais vu la mer. Quand il a vu la mer à 3 km ou à 4 km, c'est merveilleux. Il est prêt à payer à n'importe quel prix, puisque ce qu'il ne peut pas avoir, c'est une richesse énorme. Et on veut s'accaparer de ça. Et je disais souvent à l'ancien président de la Sopamor, Henri Louis Régis, qui a été pendant plus d'une vingtaine d'années, 25 ans, président de la Sopamor, et je lui disais, il me disait, mais à un moment, les gens ne vont plus acheter. Il m'a dit, mais non. On n'aura jamais assez de terres pour les 50 millions de Français, plus les 300 millions d'Européens. Et vraiment. Et là, le danger vient de ça. C'est une terre attrayante, avec le soleil, la mer, tout ce que vous avez là. Et puis, c'est d'où la nécessité absolue de protéger. Si on ne se protège pas, on est perdu. Est-ce que nos compatriotes, les propriétaires de ces terrains, alors, donc, voilà, deux choses. C'est nous-mêmes. Deux choses. Il faut quoi? Bon, deux choses. On a un volant de la terre martiniquaise qui n'appartient pas aux Martiniquais, qui appartient aux ressortissants de l'État colonial français, c'est-à-dire les béquets, qui sont les ressortissants historiques. Lorsque l'État français prend une loi, une directive, c'est d'abord, l'État français pense à ses intérêts et aux intérêts de ses ressortissants. Ces ressortissants sont les béquets d'une part, historiquement, et ceux qui se disent métropolitains, ressortissants de leur métropole. Donc, très souvent, même si nous avons, et vous avez, historiquement, il y avait plus de 80% des terres qui n'appartenaient pas aux Martiniquais venus implantés en Martinique, disons ça rapidement, qui n'appartenaient pas aux Martiniquais d'origine afro-descendante, mais à des Français anciens, les béquets, mais par quelle opération? On ne sait pas, puisqu'ils viennent de 7000 km. Hein. Et comment ils ont pu... Et nous venons de 3000 km, on oublie ça. L'Afrique est à 3000 km de Martinique, hein. Mais eux, ils viennent de 7000 km, et ils sont accaparés de cette terre-là. Alors donc, ça veut dire que les Européens et ceux qui font des possessions immobilières, ce sont d'abord les béquets qui ont les immenses terres qu'ils avaient, ils ont fait déclasser ça. On oublie ça. Tout Fort-de-France,
tout ce qui les terres là, qui appartenaient à l'usine à l'époque, et qui, par une opération de synthèse, est revenu dans l'escarcelle des béquets, ont été dilapidés, vendus, transformés, etc. Et transformés. Et puis, il y a les Martiniquais, ceux qui ont des petites parcelles, mais les béquets, ils ont réussi à sauvegarder. Je veux dire, les béquets, c'est des choses historiques. Je ne cherche pas à stigmatiser qui que ce soit. Quand on dit un béquet en Martinique, on sait ce que c'est les descendants des grands propriétaires colons du XVIIe siècle, XVIe siècle, et qui sont là et qui occupent tout le pouvoir économique dans ce pays, la grande partie du pouvoir économique en tout cas. En tout cas, ces messieurs ont fait des opérations immobilières. Ça a commencé par ça. Et puis les Martiniquais eux-mêmes. Un monsieur vient de l'extérieur, gentiment, il s'adresse à nos parents, à notre tante, à notre cousine, à mon frère, à mon cousin. Ils disent, mais oui, mais je viens de m'acheter là. Ça va pas servir à rien. Je vais acheter ça dans mes autres. Et il lui donne un prix plus que ce que toi Martiniquais, peut payer. Parce que pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'avoir la mer à 3 kilomètres. Et puis, donc, il est prêt à payer n'importe quel prix, ce que le Martiniquais d'origine, de classe, ne peut pas payer, sauf la petite bourgeoisie qui n'a aucun intérêt à un développement agricole du pays. Et j'en veux pour preuve quelques éléments, très rapidement. Quand on a fait une petite réforme agraire dans les anciennes usines, les terres, comme on se débarrassait des usines, on n'avait plus besoin de tant de terre pour planter la canne à sucre. Bon, il y a eu une première chose, je crois que c'est un petit peu les communistes de l'époque ont joué là-dedans aussi. On dit, mais pourquoi ne pas repartager la terre aux petits propriétaires? Une sorte de réforme foncière, plus qu'agraire d'ailleurs. Mais enfin, peu importe, une réforme. Alors, donc, ce qui veut, il y a eu des lots de 3 hectares, 6 hectares maximum, qui ont été donnés à des petits paysans, que ce soit à Sainte-Marie, au Lamentin, à Trinité, surtout beaucoup dans toute la plaine et sur les hauteurs de Saint-Est et de Ducos. Par là, tout ça a été donné au Lamentin, ont été distribués à des petits agriculteurs, d'anciens paysans. Et les petits anciens paysans, eux, ils ont commencé par faire comme ils pouvaient. Et ils se sont endettés auprès de la Chambre d'agriculture d'ailleurs. Et après, certains ont dit oui, mais pour nous faire vivre, il faut que nous vendions partie. La terre s'en va. D'accord. Et puis d'autres. Alors, est-ce que dans le dialogue de la Soupama avec le pouvoir public, est-ce que ce que vous dites, vous arrivez à vous faire entendre? Est-ce que c'est pris en compte? Alors, ou est-ce que c'est cause toujours tu m'intéresses? C'est-à-dire, plutôt la dernière chose, cause toujours tu m'intéresses, parce que l'État français, c'est pas la procuration. On a eu quand même, je parle d'un préfet qui était sensible, qui voit comment les terres agricoles étaient dilapidées, et disent, bon, mais nous, il faut nous essayer de mettre ça. Mais pour le français, il n'est pas de Martinique. Il ne comprend pas les problèmes martiniquais. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais par hasard, mais il voit avec son œil de continental européen. Ils disent, quand on dit, mais dans les campagnes de chez nous, les terres ne sont plus cultivées, pourquoi ne pas les vendre à ceux qui veulent? Mais ce n'est pas le même problème. Parce qu'ils sont un arrière-pays beaucoup immense, et puis la France est le premier producteur agricole de marché, ils ont de quoi nourrir, mais ils vont acheter ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas acheter, mais ils ont, en matière céréales, tout ça, ils produisent. Et donc, ils ont du mal à comprendre le problème martiniquais. Est-ce que nos compatriotes, d'une manière générale, nous Martiniquais, nous ne comprenons pas, nous n'avons pas mis dans notre tête que ce pays, c'est une île, c'est ça. Et c'est une petite île. Est-ce qu'on comprend ça? C'est ça. L'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés à la Soupama, c'est qu'on a l'impression que nous autres Martiniquais,
Je dis nous autres parce que c'est moi, c'est mes parents, c'est mes cousins, c'est mes neveux. Conçu nous de passage. Nous ne pouvons pas penser à lendemain. Nous avons toujours eu du mal à nous projeter. Nous savons nous défendre. Nous savons résister. Mais se projeter, c'est avoir un projet pour l'avenir, au cas où c'est difficile. Et c'est ça l'une des problèmes. Alors, Bouglak a dit, ah ouais, bon, moi, c'était bien sûr pour riche. J'ai l'impression, je vais te dire, mais un cas d'un gérant d'habitation qui gérait l'habitation pour les béquets. Et après, les béquets, et quand le béquet a revendu, il a pu avoir une bonne partie de la terre. Je vais le voir, j'étais jeune militant dans ce parent, je vais le voir, un cas dit, mais, monsieur Maurice, c'est prénom, mais personne, monsieur Maurice, c'est un autre prénom. Je dit comme ça, faut que nous changions, faut que nous pensions là, juste nous deux, mais pas qu'il n'y a rien si nous continuons à vendre à n'importe qui monde. Ah, là, tout moi, moi, débrouille comme nous avons débrouillé aussi, et puis, donc tu vois, ce projet-là, projet de société, projet je comprends ce que tu dis, mais est-ce qu'en plus de ça, alors il y a une difficulté de penser à demain, voire après-demain. Oui, d'accord. Bon. Mais est-ce que aussi en Martinique, nous ne prenons pas en compte le fait que c'est une île. C'est pas un continent, c'est une île. Et c'est une petite île. Parce que nous allons parler des questions de zones de mouillage, c'est-à-dire de l'accueil des embarcations de plaisance. Et dans beaucoup de cas, on a l'impression que on répugne, on hésite, ou on ne veut pas dire, voilà, on peut accueillir tant d'embarcations de plaisance, on peut accueillir tant de personnes sur une plage, on peut accueillir tant d'habitations, on peut faire ceci ou on peut faire cela. Oui. On ne peut pas tout faire partout et en même temps. Oui. Et tu poses une question très importante. Tu poses la question de l'aménagement du territoire d'une manière générale et en particulier du point de vue de la mer. Ça veut dire que tu veux aménager, ça veut dire que tu as un projet et tu as vu la difficulté que nous avons des projets. Mais nous n'avons pas la conscience de notre petitesse. C'est-à-dire que non. Pas ça, parce que mon père mes affaires nous petit, de ce territoire qu'il est ce qu'il est, et c'est dans ce qu'il est qu'il faut faire tout. Et la personne dit, mon café ça fait moins, t'as qu'à faire taille, mais nous pas ni conscience pour nous dire, faut qu'on a fait, faut que t'as fait, faut que nous voyons qui manière fait en consensus. Et on a l'impression, bon, mais nous tous, nous les classes moyennes en particulier, moi-même. Nous avons acheté un morceau de terre, nous avons fait une grande maison en l'air. Alors que peut-être qu'il faut que nous réfléchissions à faire des bagages plus petits pour prendre plus de place. Mais nous avons fait un grand bagage là. Mais c'est-à-dire que nous n'avons pas une réflexion globale sur notre pays. C'est cette difficulté-là que nous avons. Alors chaque monde a venir faire des affaires, mais pour voir est-ce que pour l'ensemble et pour les autres, ça va. Alors, pour la question de mouillage, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'on peut accueillir, et d'ailleurs, même chose, est-ce qu'on peut accueillir tous ceux, et je disais ça à mon ami président Henri-Louis Régis, est-ce qu'on peut accueillir tous ceux qui veulent venir s'établir à la Martinique? C'est non. Puisque c'est 10 000 km². Bon, donc 10 à 11 000 km². Donc non. Donc il faut que nous disions, qui ça nous a fait pour nous faire accueillir d'une manière dans les meilleures conditions possibles, y compris mes amis. J'avais mes amis qui étaient à l'école avec moi, et il y a certains qui avaient compris. Nous savions comment c'était des très jeunes, et nous leur disions, oui, vous êtes un bon camarade, et certains avaient compris la meilleure manière de lutter avec nous, c'est de revenir dans nos pays. Certains avaient compris ça, mais pas tous. Et donc, c'est ça qu'il faut que nous ayons le courage de le dire à nos amis, de leur dire, nous vous aimons, nous voulons vous accueillir dans de bonnes conditions en tant que visiteurs, en tant qu'amis, mais nous ne voulons pas que vous nous sachiez de nos pays, de notre territoire. Nous ne voulons pas que vous nous mettiez dehors, que vous nous poussez. Alors, par conséquent, nous avons qui manière nous pouvons faire. Et alors, dans la question de mouillage,
oui, il faut traiter la question du mouillage. Parce que pourquoi, avec des bateaux qui sont n'importe où dans la mer, qui jettent l'eau, qui polluent la mer avec tout leurs eaux grises, et puis ensuite Alors, aujourd'hui, il y a à peu près combien d'embarcations de plaisance en Martinique? Oui, alors on nous dit. Des fois on nous dit 14 000, on nous dit 15 000. Donc, disons 15 000 au niveau. 15 000 bateaux qui seraient inscrits. Donc, ils sont inscrits officiellement. Mais ils sont là pour combien de temps? Est-ce qu'on sait? C'est là. Et c'est là le problème qu'on ne sait pas. Je ne sais pas, au port du Marin, le port de plaisance du Marin, si on peut dire combien de bateaux qui sont là et pour combien de temps. Il y a à peu près 800 places. Il est rempli, le port. Oui, rempli. Il est rempli. Et au cas de nous, comme il est rempli, pas n'y a assez de place, il faut que nous créions d'autres zones de mouillage. Pourquoi? Parce que des gens qui ont mouillé bateaux tout partout à côté, à côté du port du Marin pour n'avoir rien à payer. Et puis, il y a à demeurer dans le bateau avec toutes les pollutions là. Et puis, il y a aller prendre de l'eau. Alors, pour que tout le monde comprenne ça, nous avons dit là, il y a donc des zones de mouillage qui sont organisées. Alors, il y a deux choses. Et c'est la différence entre la zone de mouillage et puis le port de plaisance. D'accord. Au Marin, il y a un port de plaisance avec 800 places officielles. Voilà. Bien ça. Là, on arrive à Dain, on a une place pour garer bateau, pour mettre les bateaux, on a des taxes à payer, on a tout bagage à payer, on a bénéficié de certaines de machines. Bon. Et puis, à côté, compagnie, il y a le monde qui a venu là, de temps en temps, ou qui a venu, mais qui a mis bateau là, qui a mis bateau à côté. Il dit, mais non. Et il a mis des fois 100 pièces bagailles qui a débordé à Sainte-Anne, il a déposé les bateaux là et puis il a fait n'importe quoi. Mais il y a quand même les zones de mouillage organisées aussi. Donc on a travaillé avec l'ancien maire de Sainte-Anne, mais même si nous ne sommes pas toujours d'accord, mais nous avons eu beaucoup de confrontations. Quand on dit qu'on a travaillé, il y a des fois des confrontations et tout ça, mais pour dire, bon, il faut que nous organisions ça, on s'est dit, bon, ok, nous allons créer une zone de mouillage organisée. La zone de mouillage organisée, au lieu de mettre les bateaux là, n'importe quelle personne passe là, qui là, qui pas là, qui passe là, nous allons mettre là, on a des flots, des actes pour mettre, pour ancrer bateau, pour bailler, et en même temps, on peut payer un anti-là, on ne peut pas payer autant qu'il y a dans Plaisance. Un petit exemple. Ouais. Pour les temps abricots, par exemple. Oui. Donc, Fort-de-France, c'est pour un bateau de 15 mètres. Ça représente déjà quelque chose. Oui. C'est 4 000 € pour une année. Oui, c'est si c'est à la marina. Oui. Si c'est à la bouée, donc dans la zone de mouillage organisée, ça descend à 2400 €. Oui, donc c'est moins cher. C'est la moitié, des fois moins cher. Voilà, un petit peu plus de la moitié. Oui. Mais en plus, il y a l'eau, l'électricité. Oui. Les gens payent les consommations. Mais là, ça c'est pour pouvoir 4 000 € pour pouvoir être sur l'appontement et avoir une place. D'accord. Bon. Donc tu as bien fait la différence entre le port de plaisance qui est organisé où tu as beaucoup plus de biens, d'équipements à ta disposition, de services à ta disposition, et le mouillage organisé, tu as un endroit où tu peux ancrer ton bateau, bien fixé, bien à l'abri, mais où tu n'as pas tous les services comme ça. Où tu peux bénéficier des services, mais ils ne sont pas à ta disposition comme dans le port de plaisance. Alors donc tu vois, c'est la différence. Et puis il y a l'autre là, et c'est là qui pose le plus de problème. Alors donc pour les mouillages organisés, ça fait autour de 3 000 comme on dit, mais tu as d'autres là qui sont là. Ce qu'on appelle les mouillages forêts. Forêts, on a dit ça appelé en français, mais ici c'est mouillage sauvage, vraiment sauvage. Pourquoi je dis sauvage? Parce que lorsque tu arrives à Sainte-Lucie, tout le monde sait qui arrive à dans bateau là. C'est comme si on arrive à dans la commune, on arrive et puis bateau et puis l'auto là, si l'auto était en semaine, il faut que je sache que ça l'auto ça a fait là. Mais ici ils pas savent. Et donc, nous avons appelé ça mouillage sauvage, alors que des petits pays qui ne sont pas développés comme nous, qui à côté de nous, il y a un autre côté qui vivent beaucoup de la plaisance et de ça, c'est les grenadines, tout ça organisé, c'est mon savent. Il dit que
ou ni en place pour mettre bateau, ou sur les eaux territoriales du pays, il faut qu'on sache qui ça va faire là. Autrement dit, il y a qu'à réglementer. Il y a qu'à réglementer bagay là. Est-ce que c'est pas pour ça que ça qui parle des règlements là, qu'a venu ici? Oui, qu'a venu ici, parce que ici, c'est un jeune de nos doigts, c'est vacabonage, nous pouvons mettre n'importe quelle manière ici. Et puis, mais quitte à aller faire commission nous Sainte-Lucie, parce que là, moins cher, et puis nous pouvons virer là. Et puis, c'est ça qui pire là. Ce que c'est, si c'était des gens qui sont venus pour enseigner, pour décimer, mais des gens qui là, depuis, mais est-ce que nous savons, c'est pas bah, ils peuvent inventer. Combien de bateaux qu'il a pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, en année. Est-ce que nous a lassement les pouvoirs publics, nous ça, ne serait-ce pour le marin Sainte-Anne, ne peut pas dire nous. Mais. Il ne peut pas dire nous, parce qu'il n'y a pas les lisables, parce qu'il n'y a pas ça. Alors, ça, c'est un autre machin. Je ne sais pas. Alors, je ne peux pas. Alors, je suis très prudent là. Mais savent qu'il n'y a pas qu'à dire nous. Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas véritablement, ou bien est-ce qu'ils n'ont pas les savent? Il n'y a pas les savent. Il n'y a pas les savent. Parce qu'il y a la douane, il y a tous les services de douane. Le préfet de Martinique a rang de préfet maritime, et par conséquent de toute la mer, il doit avoir ça. Il a des services, il a un directeur de la mer, et tous ces gens-là. Mais, quand tu vois qui est le directeur de la mer, ici, je ne veux pas dire de bêtises, mais ce que nous avons appris dans leur pratique, ce sont des pratiques d'aventuriers, pour dire ça. Ce ne sont pas des pratiques de personnes, fonctionnaires, chargés de faire quelque chose, de faire... Parce qu'il y a l'autre bagaille. Il y a certains, je ne veux pas généraliser, oui, bien sûr. Beaucoup, on a eu vraiment des rapports, comme de certains préfets, comme de certains sous-préfets du marin. Mais enfin, nous ne sommes pas là pour nous dire personne à rien, mais nous avons constaté. Que ces gens tellement dans des affaires louches, qui sont incapables, je dis louches, mais pas très claires en tout cas, qui sont incapables de faire respecter la législation. Parce on parle de corruption, on parle de mélange des gens, on parle de conflit d'intérêts. Alors, si bien qu'ils ne sont pas en mesure de nous donner des chiffres précis et de nous dire exactement ce qu'ils va, ou bien même s'ils le savent, ils refusent de le faire. Parce que l'un des problèmes des mouillages que tu appelles sauvages, ce qu'on appelle les mouillages forains, c'est que les gens qui sont sur les embarcations, ils viennent dans le bourg, par exemple, celui qui est ancré à 300 mètres des rivages de Sainte-Anne, il vient au bout. Et il jette ses ordures. Oui, il jette ses ordures. Il prend de l'eau. Et qui est-ce qui paye? C'est nous. L'eau. C'est les habitants de Sainte-Anne. C'est les habitants de Sainte-Anne. Par la mairie. Mais donc c'est dans les impôts locaux. Un cas que je connais très bien, que nous avons eu le stigmatisé, ça se passe au Diamant. Diamant à moins, parce que la mer est plus houleuse, mais il y en a quand même. Alors, des gens qui étaient habités là et qui venaient quotidiennement prendre l'eau au cimetière, l'eau du cimetière qui était fait pour ça, pour ses besoins, c'est des machins. Mais si on finit de faire ça enfin, nous pouvons comprendre. Mais si on fait ça systématiquement, c'est tu accapares le bien public à tes intérêts, privé à tes intérêts, alors que tu devrais pas. Et tu ne participes nullement à partir il ne paie pas d'impôts. Et des fois, ils envoient leurs enfants à l'école. Mais même si je suis arrêté 3 mois à l'école, je suis reparti après, ou des fois à l'année là, parce que je sais par exemple, au Marin, ma fille était en classe au lycée professionnel du Marin, à l'époque, on me disait, certains de ces professeurs étaient basés sur le port, qui dormaient là avec les enfants et qui venaient à l'école, mais eux qui ne payaient rien. J'ai eu des collègues au lycée, toi aussi d'ailleurs, aux collègues de la Pointe des Nègres, qui résidaient sur des bateaux. Là. Parce que moi j'ai des élèves, je demande tu vis où tu vis. Et moi, comme en tant que prof, je m'intéressais à savoir tes parents, d'où ils viennent, mais c'était dans mon travail personnel, mais j'ai eu connaissance de ça. Mais c'est pour dire, il n'y a pas de contrôle véritable, on ne sait pas exactement combien ils sont, mais on les voit venir, je les ai vus à Sainte-Anne ou ailleurs, venir sur le port
prendre de l'eau et faire de courses aussi, mais c'est pas un problème. Et puis jeter l'eau d'eau et à Sainte-Anne. Que disent les maires des communes concernées? Alors, voilà, très intéressant. Le maire du Parrain, jusqu'à présent, l'ancien maire se targuait d'être le premier port de toute la Martinique. Mais j'entends le nouveau maire, dès qu'il est entré, il a dit, ah non, il y a trop de vagabondagerie, il faut qu'on essaie de mettre de l'ordre. Et il invite la population à voir, je crois que la population est allée, parce que certains, quand ils gardent le bateau là, ou bien quand ils sont venus sac d'eau, ils sont venus dans ces ports-là, ah ben ils vont pique-niquer n'importe où, dans la forêt, mettre n'importe quoi, la forêt, comment s'appelle cette forêt-là, à côté de... Mais c'est pour dire qu'il y a du désordre, et puis ensuite des conflits d'usage. Parce que... Alors, on va parler des conflits d'usage, notamment avec les marins-pêcheurs. Oui, notamment. les marins-pêcheurs. Mais est-ce que tu peux préciser pour nos téléspectateurs en quoi le fait qu'il y ait un mouillage sauvage, c'est-à-dire un bateau qui est ancré, génère de la pollution et la destruction des fonds marins? Bon, alors... Est-ce que tu peux leur expliquer ça? Nous avons prendre les problèmes les uns après les autres, même s'ils sont tous liés. D'abord, il a mis bateau là n'importe qui manière. Et au lieu d'un plot bien précis pour bailler la parallèle, il a mis un qui a glissé dans la mer, qui a joint la mer, et puis qui a détruit les fonds marins. Alors, c'est nos mangroves plus loin, ce sont les herbiers et qui sont détruits. C'est tout le fond marin qui est détruit. S'il y a des coraux, c'est des coraux pareil. Bon, donc il y a ça. Ensuite, ils arrivent, ils mangent, ils dorment, ils ont des besoins sanitaires. Mais rien de ça, ils déversent ce qu'ils appellent, en langage châtier, des eaux noires et des eaux grises. D'accord. À la mer. Et ça pollue le fond marin. Alors, il y a une réglementation pour ça, pourtant? Non, normalement, il y a une réglementation, mais comme il n'y a pas de contrôle véritable, et comme ils sont là, n'importe comment, on ne sait pas comment ils sont là. Donc, tu es en train de dire que personne ne se préoccupe ou ne vérifie? Moi, j'ai vérifié la réglementation. Oui, il faut la faire. On peut déverser ces eaux noires ou ces eaux grises. Alors, pour le téléspectateur, les eaux noires, c'est les eaux des WC, par exemple. Oui, les WC. Et les eaux grises, c'est les eaux de toilette, de vaisselle, etc. Bon. On peut déverser, mais il faut être à plus de 3000 décotes, c'est-à-dire à peu près 6 km. Et naviguer à plus de 4 nœuds. C'est à peu près, un peu moins de 6 km/h. Donc ça veut dire que lorsqu'ils sont pratiquement en dehors des eaux territoriales qui peuvent déverser là. Mais quand tu déverses ça à 300 mètres de la côte, tu pollues toute la plage là. Et c'est ce qu'ils font parce qu'ils sont à côté. Ils ne vont même pas déverser alors que c'est ailleurs. C'est très fortement réglementé et contrôlé. On peut faire n'importe qui ça dans les eaux territoriales, même dans les eaux internationales. Hein. Mais là, il n'y a pas une pièce barrière. Et puis, quand on dit ça au pouvoir public, que répondent-ils? Alors, le maire dit non. Oui, c'est gênant, ça nous coûte cher, très souvent. Mais je ne sais pas s'il a suffisamment, ou bien s'il a des droits qui ne respectent pas. Parce que je dis, la zone des 300 mètres est sous autorité du maire de la commune. Du maire, oui. Oui, 300 mètres de rivage. Mais 300 mètres entre la côte et le large. Voilà. Oui. Et là, est-ce que le maire est au courant de ses pouvoirs de cette zone-là, ses pouvoirs de police? Mais je sais, à Sainte-Anne, quand le maire de Sainte-Anne, M. Garcin-Massa, de l'époque, a voulu réglementer ça, il a trouvé face à lui la gendarmerie nationale qui dit « Monsieur le maire, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi là ». Mais, c'est-à-dire que, alors que lui, le maire dit, mais j'ai des droits, j'ai le droit de réglementer la circulation, tout ce qui se fait dans les eaux là, sur les 300 mètres, la gendarmerie nationale, c'est tout. Quand le bateau arrive ici, il n'a pas à se faire connaître, il a fait ça, il normalement, il a bois congélateur, normalement, ça se passe à Sainte-Lucie, comme ça se passe aux Grenadines, comme ça se passe ailleurs. Quand tu arrives au port, tu dois te signaler
pour qu'on sache à la douane, il y a une déclaration qu'il faut faire. Mais je me demande, je n'ai pas de certitude là-dessus, je me demande si ceux qui se placent là, est-ce qu'ils sont toujours bien contrôlés par la douane? Ou bien s'il y a un contrôle de temps en temps, comme ils font, tu connais en statistique, ils le font comme ça de temps en temps, au pillage, et puis bon, alors donc il n'y a pas de contrôle très suivi, si bien que ça. Alors, donc on a vu, donc, première source de difficulté, c'est le rejet des eaux grises, des eaux noires dans la mer et qui polluent le milieu marin. Nous avons vu que les encres qui sont mis n'importe comment, qui dégradent le fond marin et qui fait ce qui est reconnu, et le professeur Safache l'a dit avec des études très précises, que la baie du Marin, qui va de Marin à Sainte-Anne, c'est l'une des baies les plus polluées et les plus dégradées de la Martinique. C'est dégradé, pollué. Et je me rappelle, pour prendre le petit bout, et on va entrer dans l'histoire de conflit d'intérêts, nous avions les enfants qui avaient, alors deux choses, il y avait au Marin, il y avait des départs et des arrivées de couches de yole, ça ne se fait plus au Marin maintenant, ça se fait à Saint-Anne, ça n'est pas plus au Marin, alors ça entre au Marin. Ah oui, non, moi, pas bien là. Et les couches de yole qui entraient et qui sortaient là ne vont plus faire. Et les enfants des écoles qui faisaient des pratiques nautiques là, ah ben, on a vu dans un premier temps, on les a mis dans une petite qui m'a dit comme ça anti 4x4 là, et puis après ils ont disparu. Il y avait la famille Lamont qui faisait la pêche là dans le port du Marin face au marché. Ah ben ils ne font plus jouer, ils ont disparu. Ils avaient leur bateau là, mais allez voir si vous allez trouver ça. Donc ça veut dire qu'il y a un conflit d'usage avec les enfants des écoles, enfants tout court qui ne peuvent plus se baigner là. Les baigneurs, quoi. Les baigneurs d'une manière générale. Conflit d'intérêt avec les marins pêcheurs qui ne peuvent plus exercer leur profession. On a vu ça lourdement à Saint-Pierre. Alors justement, à Saint-Pierre, est-ce qu'on peut parler de ce problème de Saint-Pierre et du Carbet? On va voir ce qui est à Saint-Pierre et Carbet. Mais ça s'est posé depuis Marin. Parce que moi, j'ai eu à enseigner au Marin quand j'ai débuté très longtemps, j'étais tout jeune, 20 ans, et débuté là, j'ai connu ça, et puis j'ai vu comment ça a évolué en face du marché. Je vois là, et je connaissais les frères Lamont qui jouent au football, tout ça, qu'on le connaissait très bien, mais qui ne peuvent plus exercer là. Allez voir si un peu de pêche, on les a poussés loin. Donc voilà, conflit d'intérêts. Mais de façon précise, et sur ce que les gens ont entendu. Il y a eu d'abord un projet de zone de mouillage organisée au Carbet et à Saint-Pierre. Bon. Et la Sopamar s'est impliquée très fortement là-dessus. Alors, nous avons dit tout de suite, il faut dire oui, il faut réglementer le mouillage, mais pas n'importe comment. Bon. Nous avons fait des réunions avec les marins-pêcheurs, avec la population, nous sommes allés sur place et nous avons discuté avec eux. Et il y a eu plusieurs réunions et nous avons sensibilisé les gens. Nous avons fait sortir, comme à notre habitude, une pétition qui a été signée par plusieurs centaines de personnes, je n'ai plus le style, pour dire oui, si nous voulons des ports de plaisance, il faut un homme et tu disais dès le départ qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, mais là, vu la population, vu la configuration, voilà tant qu'on pourrait accueillir et pas autre chose. À Saint-Pierre, comme au Carbet. Et au Carbet, il y avait 2 ou 3 sites, et le maire a dit oui. Alors, et le maire du Carbet nous a entendus, nous a dit mais oui, nous sommes d'accord, on ne peut pas faire un mouillage au coin parce qu'il y a trop d'enjeux, il y a des gens qui sont là, il y a les marins pêcheurs, zone des pêcheurs, tout ça pour donc marins pêcheurs. Et puis on a dit bon, à Saint-Pierre, il faut réglementer. Alors pour que le téléspectateur sache, il était prévu à Saint-Pierre, entre la rivière et la Roxelane, c'est bien ça, hein? Oui. Et puis, l'autre extrémité du bout, en allant vers le Carbet. Donc, un petit peu avant la Guinguette. Oui. Il était prévu à peu près 130
embarcation. Oui. C'est-à-dire devant tout le long de la ville. Oui. C'est bien ça. Oui. Alors, nous avions dit, trop, c'est trop, on ne peut pas mettre ça. Et nous avions eu, nous avions pu mobiliser tout le monde, puisque tout le monde était là. Et le parc naturel marin, avec comme directrice à l'époque Madame Aude, j'oublie le nom, mais peu importe, ils ont fait sortir une réglementation pour dire oui pour les jeunes de mouillage organisé, parce qu'il faut organiser, il ne faut pas laisser continuer comme... Oui, il s'agit de mettre un terme au mouillage sauvage. Mais il y a un certain nombre de contraintes. Il y a un certain nombre de choses. Alors, en particulier, il était préconisé de façon forte et c'était dans le document, oui, sous réserve que. Et quand on dit oui avec réserve que, l'autorisation ne doit être autorisée qu'à condition que les réserves soient levées. Bon, alors, parmi les réserves, obligation de concertation avec toutes les parties, notamment les marins-pêcheurs et la population, puisque là, deuxième chose, qu'il n'y ait pas de bouée n'importe comment là, et puis ensuite, reculer les bouées jusqu'à au-delà des 300 mètres pour qu'on puisse circuler librement sur la rade. Il y avait ça inscrit. Et bon, et le Cap Nord a donné des autorisations avec le préfet, sans tenir de tout ça. Et c'est pourquoi il y a eu des mobilisations très lourdes, d'abord sur la population. Avec la population, nous sommes montés avec eux, nous avons discuté avec eux plusieurs fois. Et le député du Nord avait fait une réunion à laquelle nous avons participé et nous avons discuté avec eux. Et on a vu le directeur des marins-pêcheurs. Comment il s'appelle le directeur là, pas le directeur, le président. Le président, M. Contrebil. M. Contrebil qui est venu, qui a compris les revendications des pêcheurs et que lui aussi qui disait qu'en tant que marin-pêcheur, voilà ça. Et il a relu comme il est membre du parc marin, il a dit, mais voilà ce qu'il avait dit. Il a discuté avec monsieur le président de Cap Nord et on avait mis fin, on a dit non, il faut revoir le dossier avant qu'on continue. Et c'est pourquoi on avait pu arrêter, mais ce n'a pas été facile. Jusqu'à présent, il y avait des propositions de réunion avec le maire du Caraïbe, la Sopama, les marins-pêcheurs et le président de Cap Nord. Bon, la réunion n'a pas pu se faire. J'ai une question qui me vient. Mais c'est pour est-ce que ce problème de mouillage organisé, c'est quelque chose qui doit être vu à l'échelle d'une commune ou à une échelle plus vaste? Et c'est ce que nous disons. Nous disons, ce problème-là, on a pris un petit bout. Et il faut prendre comme on peut. À un moment, comme on a pris un petit bout aux marins et ailleurs, il faut voir ça de façon globale. Alors, quand on parle de façon globale, il faut poser des principes clairs. Le principe sur lequel on peut se mettre d'accord, la Martinique ne peut accueillir qu'un certain nombre de bateaux et pas plus. Et donc définir ce nombre. Oui, définir ce nombre de façon claire et donc dire qu'il faut régler une situation qui est déjà délétère, qui est déjà mauvaise, mais pas pour accueillir de nouveaux touristes. Parce que si on veut, pour régler la question touristique, on n'aura jamais assez de place. Et puis ensuite, il faut le faire en concertation avec les différentes parties prenantes, les marins-pêcheurs, la population, et tenir compte de tous les intérêts. Il faut dire aux téléspectatrices et téléspectateurs que dans le sud de la France, où il y a des marinas, il y a des ports de plaisance, il y a des zones de mouillage, le délai pour trouver une place, c'est quelquefois 5 ans. 5 ans. Ou pas qu'à trouver en place, c'est pas immédiat. Et donc, là, si on met un petit peu de... C'est pas ici seulement. Oui. Ça veut dire que si on a
Si c'est complet, oui, c'est complet. Si c'est complet, c'est complet. Ouais. Il faut qu'on ait le courage de dire que c'est complet. Et non pas dire que, sous prétexte qu'on veut développer le tourisme, on va accueillir tout le monde. Et ne pas oublier que ce qui est rare est plus cher, se paie plus cher. Et si on sait que c'est bien organisé et quand on va venir pour tant de jours et c'est bien réglementé, les gens vont pouvoir se battre pour payer et pour avoir. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui a venu faire n'importe qui ça. Les qui a venu faire tout ça, il n'y a pas qu'à tirer profit de ce qui peut être une richesse. Donc il faut réglementer, dire que c'est ce que nous voulons, et on peut réglementer comme on fait à Sainte-Lucie, comme on fait dans le sud de la France, comme on fait ailleurs. C'est-à-dire, ça veut dire que ce que nous avons dit, nous disons à Sopamor, nous sommes en Martinique. Il faut que nous allions voir ce qui se fait ailleurs. Bien sûr en Europe, mais aussi dans les pays qui sont à côté de nous et qui sont de notre taille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors on nous dit, ah oui, si on n'a pas une place dédiée aux bateaux, il faut les laisser mettre n'importe où. Certains disent ça. Non, c'est pas ça. Alors, mais accueillir des bateaux, c'est aussi leur offrir un certain nombre de services. Par exemple, quand ils sont dans une zone de mouillage organisée, oui. Pourquoi on ne pourrait pas, à intervalles réguliers, je ne sais pas moi, tous les 3 jours ou une fois par semaine, je n'en sais rien, collecter les eaux grises, les eaux grasses et les déchets. Oui, donc, mais avoir une petite embarcation qui fasse le tour des zones des bateaux ancrés dans la zone de mouillage organisé pour que ces derniers ne soient pas tentés de tout rejeter à la mer. Comme pour les enlèvements d'ordures ménagères. Oui, mais ce qui est prévu, dans les zones de mouillage organisées, il y a d'une part leur place qui est dédiée à chaque bateau, là où ils peuvent aller, mais ils ont aussi des cahiers de charges où ils disent, quand vous venez ici, vous avez l'obligation de porter vos déchets et vos eaux grises. Et à terre, il y a des aménagements. À Saint-Pierre, c'est prévu des aménagements pour ça. C'est ça que nous disons. Ça, oui. Alors, faut-il qu'ils l'utilisent? Oui, faut-il qu'ils l'utilisent. Et pour cela, il faut qu'il y ait un contrôle régulier à partir du cahier des charges, parce que lorsque la personne arrive, il y a un cahier des charges. Il a signé le cahier des charges là, et puis il y a des contrôles périodiques qu'il le fait. Et c'est-à-dire que, ou bien il y a des bateaux qui sont des services de charge d'aller chercher, ou bien encore ils ont à aller apporter dans les machines qui sont là, sur lesquels ils doivent payer, parce que c'est ça la réalité. Parce qu'on nous dit, ah oui, il faut des vieux qui veulent se faire du bateau, venir ça, mais non, c'est pas, le plus souvent ce sont des gens qui prennent du plaisir. C'est ça, c'est pas un je n'aime pas dire ça, mais c'est pas un besoin immédiat. Non, tu vois, c'est-à-dire que si moi il faut payer, ou peut payer. Et c'est pas pleurer bas parce que oui, il y a des vieux qui voulaient venir en Martinique se dorer et puis il faut qu'on fasse des prix. Non, nous faisons, c'est un produit que je vous offre, c'est une marchandise. Quand je vais au libre-service, on me demande si je suis vieux, si je suis jeune, le prix c'est le prix. On fait payer un prix raisonnable, il ne s'agit pas de dissuader les gens, un prix raisonnable pour leur permettre d'avoir un service correct et convenable. Alors, et pour protéger notre environnement, protéger notre vie et permettre aux gens d'être accueillis convenablement. L'émission va bientôt se terminer. Oui. Je crois que ça rapporte par an 600 millions d'euros, l'activité. Et pour 62 000 plaisanciers, ça fait en moyenne 22 € par jour. 22 € par jour, ce n'est même pas le prix de la chambre d'hôtel la plus modeste. C'est vrai. Donc ça ne rapporte pas beaucoup tant que ça. Et ça ne coûte pas tant que ça aux plaisanciers. À la personne qui vient s'amuser. Alors c'est pour dire que payer le juste prix, et donc en définitive, lorsqu'il vient là, il a une faveur par rapport à celui qui va dans les hôtels, qui va dans les hébergements touristiques à terre. Et les hébergements touristiques à terre, par exemple, pourraient servir à des Martiniquais. Alors, donc, sur les zones de mouillage de Saint-Pierre-du-Corbier, la Douboute là, ou bien pour l'instant, c'est arrêté. C'est arrêté. Ça veut dire aussi qu'il y a des réunions qui se font par derrière, il y a des études qui se font
pour essayer de faire. Alors, ce que l'on veut, alors, M. Contrebil, qui est aussi membre de l'espace du Cap Nord, on lui a demandé de faire ça, mais je crois qu'il y a une pression tellement forte que sur lui que j'ai ressenti, c'est mon ressenti personnel, qu'il est moins ferme dans ce truc. Et c'est ce que peut-être un petit peu les marins pêcheurs le reprochent. Mais je crois que c'est un homme de bonne volonté, un homme qui connaît son métier et qui travaille pour son métier de marin pêcheur, et que même s'il a des pressions, qu'il va essayer de faire de sorte pour trouver une solution acceptable pour tous. Eh bien, je crois que c'est sur ces mots que nous allons arrêter notre émission. Bon, de toute façon, là, ne sont pas mariés toujours sur ce dossier. Oui, nous suivons avec toutes les parties. Et nous voulons, comme tu as dit tout à l'heure là, quelque chose qui soit réglé pour Saint-Pierre, mais pour l'ensemble de la Martinique, avec des principes clairs. Et nous ne pouvons accueillir ne faire qu'on puisse accueillir convenablement, décemment, le nombre de personnes et dans les conditions pour la protection de notre environnement et pour qu'il y ait une concertation et que tout le monde vive. Parfait. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Je remercie Pascal Tourbillon pour cet échange. Et puis, je dis aux téléspectateurs, à une prochaine émission Décodage. Merci. Merci.